malheureusement personne. Aucun de ceux qui sont des candidats au pouvoir ne veulent vraiment le pouvoir, et en tout cas ne sont capables de l'assumer. Donc, moi je suis beaucoup plus optimiste que ça. La révolution a commencé, elle est en train de stagner, elle recule même sur des points, mais il y a un point sur lequel elle ne peut pas ne pas gagner, c'est la destruction du parti unique. À partir de là, bien sûr, je suis optimiste. Ça ne veut pas dire que cette destruction viendra facilement. C'est que non, une révolution, ça prend du temps. Ça a des phases pacifiques, des phases moins pacifiques. Mais je suis certain que ce sera différent. Pourquoi je suis certain? Parce que alors, je vais passer sur toute la partie où je parle de l'idéologie du droit de l'homme, c'est-à-dire de l'utilisation que font les États issus des changements de la fin des années 80, l'utilisation qu'ils font des droits de l'homme pour se justifier de faire perdurer l'état de parti unique. Mais ils le font sans l'assumer et de façon différente, plus ou moins abominable suivant les endroits, mais un peu partout, avec une dominante mafieuse et une dominante cynique. C'est-à-dire que le double discours est devenu la règle. Les anciens responsables de la police politique, comme Poutine, s'occupent d'aménager la liberté des gens, et comme Ben Ali d'ailleurs. Et pendant un certain temps, sous prétexte de démocratie agissante, on va tuer la démocratie. Et puis, un jour, il va y avoir quelque chose qui va gêner. Alors, d'où va venir la solution? La solution, j'ai cherché dans la société civile. Alors, ce concept de société civile, il est très récent. Il date à peu près de Hegel. Et donc, il est lié à la société industrielle, à la société moderne, et il recouvre à peu près tout ce qui, dans la société, est organisé dans le cadre non professionnel, c'est-à-dire pas directement pour la production, tout ce qui est organisé pour des objectifs non professionnels qui dépassent les individus qui composent cette société. Les associations culturelles, de bénévolat, caritatives, les associations pour tel ou tel objectif, maintenant les associations pour l'environnement, un peu tout ça. Ça, c'est la société civile. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi les associations d'entrepreneurs. C'est aussi les syndicats. Ça fait partie de la société civile. Et c'est l'ensemble de ces gens-là, on a beau regarder, et non pas une unité de classe. Il y a des conflits entre eux, il y a des différences d'intérêts, il y a des volontés différentes, des aspirations différentes. Et en tant que telle, cette société civile ne peut pas avoir une idéologie, c'est-à-dire un corpus d'idées qui l'unissent dans un projet de société commun. Alors, on est très embêté là. On avait un État qui avait une idéologie, qui remplace une idéologie par une autre, mais c'est du bidon, c'est pas vrai. Et on regarde bien, on ne trouve pas d'idéologie à la place, parce qu'en plus, l'État de parti unique a laminé toute possibilité autonome de développement, en particulier de développement d'une classe d'entrepreneurs capables. Vous vous souvenez pour la Tunisie que on a cru à un moment donné qu'il allait y avoir un affrontement entre cet État, c'est-à-dire Ben Ali, et des entrepreneurs
particulièrement les entrepreneurs de Sfax, en la personne de Mansour Malin. On avait cru pendant une matinée. Au bout de la matinée, il était clair que les entrepreneurs préféraient rester le dos courbé et la poche pleine plutôt que de rester debout au risque de se faire mettre en prison. Il était clair que, dépendant des marchés de l'État, donc absolument intégrés au type d'économie de l'État de parti unique, ils n'avaient aucune intention d'essayer d'être ceux qui allaient construire l'économie de demain. Par conséquent, on s'est retrouvé sans personne qui en fait revendique le pouvoir. Parce que pour prendre le pouvoir, il faut être, comme disait Gramsci, un groupe dominant, c'est-à-dire ayant la capacité de dominer la société sur le plan économique et social, et dirigeant, c'est-à-dire ayant un parti qui soit capable de mobiliser les gens. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des groupes qui se voulaient dirigeants, des partis. Il y avait des groupes qui se disaient un jour peut-être on construira quelque chose, mais on n'avait rien de tout ça. Or, l'analyse que fait Gramsci de la société, des sociétés, des transitions dans les sociétés, des transitions révolutionnaires, il est absolument indispensable pour qu'il y ait une révolution, qu'il y ait un groupe dit dominant qui devienne un groupe dirigeant. Et celui-là arrive à généraliser son idéologie, à la faire partager par les masses populaires et donc à changer le régime. En Tunisie, rien de tel. Nos intellectuels, pour parler des intellectuels, sont restés au stade, dans le meilleur des cas, bien sûr. Je ne parle pas des intellectuels qui ont vendu leur âme et leur papier au plus offrant. Je parle de ceux qui ont essayé de se maintenir, leur conviction, leur honnêteté. Ces intellectuels-là se sont partagés en deux. En gros, ceux qui ont gardé leur conviction et leur honnêteté pour eux, chez eux, entre quatre murs, qui ont, en d'autres termes, qui l'ont fermé, et ceux qui, beaucoup moins nombreux, qui ont essayé de maintenir ces convictions, mais à un niveau, au seul niveau qu'ils étaient capables de faire, un niveau de la contestation du rapport entre le pouvoir, c'est-à-dire l'état de parti unique, et la création intellectuelle. Ils se sont pratiquement pas occupés ni de la classe ouvrière, ni des paysans, ni des bidonvilles, ni des violences urbaines, ni des violences faites aux femmes, etc. Ils se sont occupés uniquement d'une chose, l'état des libertés, c'est-à-dire de leur liberté. Nous avons eu pendant des années des gens qui ont réclamé à corps et à cri qu'on les laisse parler. Alors, certains d'entre nous leur ont dit, d'accord, vous voulez parler, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Et là, je dois avouer qu'on n'a pas eu de réponse. Parce qu'ils disaient, nous voulons la liberté, parce que nous voulons la liberté. Alors, on leur a dit, mais nous, il nous est arrivé, dans un lointain passé, de l'arracher, cette liberté, c'est-à-dire de décider qu'on avait quelque chose à dire et de le dire, quitte à être privé de liberté pendant des années. Faites la même chose. Ils n'ont pas fait. Alors, pendant des années, en Tunisie, mais aussi en Russie, mais aussi dans tous les pays de l'Est, dans d'autres pays, ces intellectuels-là ont parlé à l'étranger de leurs problèmes. Ils parlaient et ils expliquaient que, étant des tenants, des défenseurs des droits de l'homme, ils avaient droit à la solidarité internationale de tous les droits de l'homme, de tous les défenseurs des droits de l'homme. Ils ne se sont pas adressés à leur peuple. Résultat, ils ne se sont pas aperçus de ce que faisait leur peuple. Et un jour au 2 janvier, ils ont vu leur peuple qui a dit dégage, comme ça, qui s'est précipité dans des manifestations, qui se faisait tuer. Ils ne comprenaient pas. Ils couraient derrière parce que quand même, ils avaient envie de participer. Et à chaque fois, ils arrivaient après la bataille. Et
Et ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Alors, les uns ont participé... Merci. Le constat que vous faites est très bien, merci. Les gens qui sont là, ils ont plus de 50 ans, ils ont appris votre âge, ils ont fait le même parcours. Faites un constat. عندك alternative. قلنا حاجة. Faites un constat, سمعني عايش. C'est un livre qui se présente. C'est un livre qui se présente, il est en train de parler de son livre. Il ne te présente pas une alternative de société, il ne propose pas un projet de société, il propose un livre. Et tout, laisse-le développer sur son livre, c'est tout. Il a développé. C'est lui qu'on vient voir. Alors, ce que je voulais dire... Je regrette. Je vous en prie. Les intellectuels, donc je voulais dire, ils étaient à côté de la plaque, mais pas que les intellectuels. Beaucoup de gens, pourquoi? Parce que pendant des années, depuis 89, les intellectuels ont refusé de se poser les vraies questions. J'ai parlé un jour à un ami qui était un militant d'un parti qui est devenu député, enfin. Et je lui ai proposé de lire un texte que j'avais écrit. Il m'a dit encore de l'idéologie. Il a reposé le papier. Les intellectuels sont devenus allergiques aux idées intellectuelles. C'est quand même un monde, ça. Qu'on en soit arrivé à ce que les intellectuels ne veuillent pas lire des analyses politiques ou théoriques ou n'importe quoi. Je ne dis pas qu'ils préféraient des romans d'amour, je ne sais pas s'ils lisaient vraiment. Mais en tout cas, ils ne voulaient plus discuter, ils ne voulaient plus penser. Et ce livre n'a pu sortir, n'a pu être envisagé, on n'a pu envisager de le publier qu'après la Révolution. C'est quand même... Ce livre écrit entre 90 et 94 pour l'essentiel, qui contient des annexes, à mon avis, très importantes parce que il y a une annexe qui porte sur la guerre civile algérienne, dans laquelle, pour la première fois, quelqu'un a dit, en particulier aux Algériens, mais la même chose, sa réponse, sans aucune réponse, ni contestatrice, ni approbatrice, a dit aux Algériens, bon, c'est très beau, ça, d'accord, il y a des choses, il y a des raisons idéologiques, il y a des aspects de violence, mais c'est pas tout, ça peut pas être tout. Il faut chercher encore plus loin. Et en poussant l'analyse, en laissant de côté les aspects passionnels, les aspects émotionnels, la révolte tout à fait légitime contre une violence sans nom, je suis arrivé à la conclusion que ce qui était en jeu, ce n'était pas telle ou telle idéologie. Ce qui était en jeu, c'était en gros, je dirais pour simplifier, 26 milliards de dollars. C'est-à-dire la possession de l'État de manière à pouvoir profiter de la manne pétrolière. Ce qui explique que ça a été une guerre assez épouvantable. Parce que si c'était pour quelques milliers de dollars, ils auraient pu s'arranger. Donc, mais au niveau CT, ça devenait quelque chose de fondamental. Bien entendu, ça s'est passé sur le fond de la domination des islamistes en Iran, donc sur le fond et en Afghanistan, sur un fond apparemment de montée idéologique dans un certain nombre de pays des théories islamiques, mais curieusement, on peut se demander si pour l'islamisme n'a pas été dans ces pays-là leur idéologie de développement. Parce que l'islamisme est arrivé partout où la société avait besoin de se reconstruire. Donc, encore une fois, j'espère convaincre Raouf d'être un peu moins pessimiste,